Le matin, je me souviens en plus, j'envoie un message à mes collègues en mode bon, pour info, je suis off ce matin, j'ai besoin de faire un examen, mais je suis là à 14h. Et puis en fait, je les appelle à 14h, 15h en disant en fait, je vais pas revenir. Alors en fait, quand j'y repense maintenant, j'aurais dû voir les trucs, tu vois, c'est fou, mais elle a été très neutre en fait. Je pense que l'effet secondaire qu'on partage toutes et qui est, je pense, le plus dur, en tout cas le plus dur selon moi, c'est l'après-chimio. C'est la nausée, c'est cet état hyper végétatif qui est entre une très mauvaise gueule de bois et parfois une grippe ou une gastro, enfin tu sais plus trop. C'est l'arrivée du printemps et en fait le printemps, je sais pas, moi en fait je suis hyper contente d'avoir traversé ça en hiver et c'est marrant mais de renaître en printemps. Enfin c'est fou parce que ça aide en fait, les saisons aident tellement. Bienvenue sur Quand revient le printemps, le podcast qui donne la parole à celles et ceux touchés par le cancer pour qu'ils nous partagent à travers leur histoire ce qu'ils ont fait pour aller mieux. Je m'appelle Camille, j'ai moi-même été diagnostiquée d'un cancer et je suis depuis en rémission. À chaque étape de cette épreuve, je me suis posé des questions sur comment me reconstruire, sur la complexité des émotions que je ressentais et sans forcément trouver de réponse. En gros, retourner à ma vie d'avant alors que justement, plus rien n'est comme avant. Et puis je me suis rendu compte que c'était le parcours de beaucoup d'autres patients et que partager tout ça, c'était aussi la clé. Dans ce podcast, vous trouverez des conseils, des trucs et astuces à travers des témoignages émouvants de personnes qui en ont fait une priorité, faire revenir le printemps. Alban a grandi dans l'esprit de compétition sportive, l'effort, le dépassement de soi, parfois même au prix de blessures. Pourtant, après des années à se pousser toujours plus loin, le sport est devenu pour elle un moyen d'écoute et d'équilibre. Fonceuse de nature, quand elle est diagnostiquée d'un lymphome de Hodgkin, elle comprend vite qu'elle va devoir lever le pied. Mais les médecins sont tout de suite rassurants. Donc c'est sûr, pour elle, le cancer sera synonyme de renouveau. Et finalement, elle n'aura qu'une seule hâte, faire revenir le printemps dans sa vie. Cela ne s'entend peut-être pas, mais nous étions très émus pendant une grande partie du podcast. Car je pense qu'Alban réalise au fur et à mesure que le cancer s'éloigne, tout le chemin parcouru. Elle nous parlera de son expérience chez Ginkgo, parcours de soins support, qui lui a été financé par une cagnotte montée par ses copains et qui l'a accompagnée dans ses traitements. Un témoignage plein d'espoir et de résilience. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Salut Alban. Bonjour Camille. Comment vas-tu ? Très bien. Merci beaucoup, je suis ravie de te recevoir. On a réussi à se synchroniser entre Lille et Paris. C'est ça. Merci beaucoup de venir un matin tôt à la maison. Je suis ravie de t'avoir au micro. On va parler de ton histoire, cette dernière année qui a changé beaucoup de choses. J'ai hâte que tu m'en dises plus. Je vais te laisser d'abord te présenter et on reparlera de tous ces événements de cette dernière année. Yes. Je m'appelle Alban, j'ai 33 ans. J'habite à Lille effectivement depuis 1 an, mais j'ai passé 10 ans de ma vie à Paris avant. Je travaille dans la communication, dans le sport, qui est un milieu assez actif. Et je suis en rémission d'un lymphome d'Hodgkin depuis quelques mois. On va y revenir, mais avant, est-que tu peux nous parler un petit peu ? Je sais que donc le sport a une place toute particulière dans ta vie. Tout à fait. Et du coup, j'aimerais surtout que tu m'en dises plus sur ce que ça t'apporte, comment tu le pratiquais déjà avant. Mais aussi plus généralement ce qu'étaient tes moteurs et comment tu organisais un peu ta vie, ta relation au travail également, qui je pense avait une place importante de ce que j'entends. Exactement. Alors le sport a toujours fait partie de ma vie parce que c'est un peu un truc de famille, honnêtement. Mes parents ont toujours été assez sportifs, on est une famille de rugbyman. Mes parents se sont rencontrés sur un terrain de rugby, donc c'est quelque chose qui est assez ancré dans la famille. Mais moi, j'ai commencé, bien sûr, comme beaucoup de petites filles, à faire de la gym. J'ai adoré ça, donc j'ai fait de la gymnastique rythmique pendant 15 ans, de manière assez intense, parce que je m'entraînais 3-4 fois par semaine. Et donc, ça a vraiment guidé ma vie au collège et au lycée. Et puis après, donc à faire des compétitions, à être juge, monitrice, compétitrice, etc. Donc, j'adorais ça. J'adorais le fait que ma semaine soit rythmée par ça, et même mes week-ends, je sortais pas beaucoup, j'étais encore un peu jeune, mais au lycée, tout ça, j'étais quelqu'un quand même d'assez engagé dans ma passion. Et puis après, je suis allée en école de commerce, j'ai découvert les soirées, bien sûr, mais j'ai aussi découvert le rugby, étonnamment, je m'y suis mise, avec Faustine d'ailleurs, qui est derrière toutes nos, un petit peu derrière toutes nos histoires, et on a partagé notre rencontre, tout à fait. Et le rugby, ça m'a vraiment
remis la notion de collectif dans le sport, qui est en fait une valeur que je connaissais assez peu chez moi. Enfin voilà, la notion de vraiment d'effort collectif et ça a pris beaucoup de place aussi dans ma vie. J'étais très investie au BDE de mon école, mais j'étais aussi très investie dans mon équipe de rugby en tant que capitaine. Voilà, j'ai adoré en fait un petit peu être dans cet esprit très rassembleur qu'est le rugby, mais aussi dans mon rôle à moi un peu de capitaine. Et c'est quelque chose que j'ai prolongé aussi. Enfin, j'ai continué la pratique du rugby après l'école de commerce, en club. J'ai joué au Stade Français et j'ai arrêté juste après le Covid. J'avais assez donné de mon temps au rugby et je sentais que j'avais besoin de renouer aussi avec mes copains que je voyais un peu moins, parce que mon excuse c'était toujours je peux pas jouer rugby. Et on me charriait un petit peu en mode non, de toute façon elle a match ou elle sera pas là. Donc j'ai essayé de donner un peu de mon temps un peu à tout le monde, mais je donnais beaucoup au rugby. Et puis après le Covid, j'ai un peu recentré des choses sur ma vie de couple, ma vie de famille, certains amis très proches. Et voilà, et en plus j'avais la chance d'avoir le sport aussi, c'était mon métier. Donc j'ai toujours travaillé dans le marketing sportif et la publicité. Donc je vivais sport la journée, mais aussi après le soir quand je m'entraînais. Donc voilà, donc je laissais juste au niveau professionnel. Je continue un petit peu de pratiquer le sport quand je pouvais, courir, etc. J'ai découvert le yoga pendant le Covid pour un petit peu régler mes blessures traumatiques du rugby. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et justement, des blessures, du coup, tu as commencé pour faire le lien avec la santé, ouais. Avant donc, ce lymphome, tu avais déjà eu des bobos? Ouais, alors en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais été une enfant malade. C'est-à-dire que je pense que j'ai dû attraper une angine dans ma vie. J'ai jamais eu la grippe, j'ai jamais le nez qui coule. J'ai pas eu d'otite. Moi, j'ai peut-être eu des otites quand j'étais petite, mais les petites super système immunitaire. Ouais. Les petites maladies du quotidien, je ne les ai très peu eues. Enfin, j'ai jamais séché les cours pour cause de maladies, etc. Par contre, dès que j'avais un problème de santé, c'était un gros problème. C'est-à-dire que je me suis cassé les 2 chevilles au rugby. Bon, ça, c'est des fractures un peu accidentelles, etc. J'ai eu un kyste sacro-coccygeien qui est apparu comme ça suite à une chute en soirée. Bref, un truc un peu débile. Mais qui m'a quand même un peu handicapée dans mes recherches de stage à l'époque. Et voilà. Et après, depuis ces blessures vraiment juste orthopédiques, on va dire, j'ai jamais rien eu. Voilà, pas de gros soucis de santé. Jusqu'à ce lymphome, effectivement, qui est un peu venu mettre une grosse alerte dans ma vie. Et en fait, on va en parler, mais c'est fou à quel point le corps est toujours une réponse à quelque chose de plus grand que juste un souci, on va dire, corporel. Et donc en fait, et même mes précédentes blessures, en fait, intervenaient toujours à un moment où j'étais assez fatiguée, où je faisais trop de choses. Et en fait, c'est toujours des petits rappels d'alerte pour te recentrer, en fait, et reprendre un petit peu des petits guides pour te remettre un petit coup à droite, un petit coup à gauche en fonction de la déviation que tu as pu prendre. Et le corps parle toujours, en fait, pour soi, quand on n'écoute pas trop son corps ou qu'on ne veut pas trop regarder ce qui se passe. Et tu faisais des choses, donc tu dis que tu as commencé le yoga, par exemple, pour prendre soin de toi. Alors, le sport, c'était une forme quand même de prendre soin de toi physiquement, mais est-ce qu'il y avait d'autres petites choses que tu faisais? Est-ce que je sais que tu as testé pas mal de choses depuis, mais est-ce que c'était quelque chose que tu avais dans ta vie, soit les soins supports, mais même... Non, c'est vrai que je prenais assez peu de temps pour moi. Même tout ce qui est massage, manucure, tout ça, c'est vraiment des choses... alors c'est marrant parce que j'adorais le sport, donc c'est une sorte de culte du corps aussi, mais même si j'ai jamais été trop portée sur l'apparence physique, mais bon, dans le sport, le corps est un outil de travail, donc tu as envie d'en prendre soin, donc forcément je fais attention à ce que je mange, même si je suis très gourmande. Voilà, mais pour autant, j'avais pas ce côté faire attention à mon corps, en fait. S'écouter. S'écouter. Le rugby étant forcément un petit peu traumatisant aussi, mais tu sens que tu te pousses aussi jusqu'à certaines limites. Et voilà, mais tu vois, si j'avais des bleus ou je sais pas, si j'avais des égratignures, je mettais pas de crème parce que ça va passer. Enfin, tu vois, en fait, ce soin de son corps, vraiment à travers aussi le toucher, etc., je le faisais peu. Donc, tout ce qui est massage, etc., je l'ai assez peu fait. Le yoga, je l'ai vraiment... Alors, c'est marrant parce que je l'ai vraiment abordé d'un point de vue
yoga type sportif, ça va me permettre de me débloquer mécaniquement des choses, et j'avais laissé totalement de côté le côté très méditatif. En fait, j'avais pas du tout eu cette approche l'approche holistique du yoga, qui est un soin pour le corps et l'esprit. Et ça, je me le suis approprié progressivement à travers la pratique, et parce qu'en fait, ça, tu sens le bienfait que ça te fait sur ton corps après une séance, quelque chose comme ça, mais si tu n'intègres pas la partie méditative, tu t'en détaches assez facilement, quoi. Ouais. Et voilà. Mais non, j'allais courir de temps en temps, je faisais un peu de yoga, quoi. Et le cancer, tu l'avais un peu dans ta famille? Tu avais des proches? Tu savais ce que c'était? Alors, j'ai été confrontée à des cancers du sein, essentiellement. Ma grand-mère en a eu un dans les années 80. Ma mère n'a pas été du tout touchée, mais bon, je savais, mais mine de rien, j'ai quand même assez peu discuté avec ma mère et ma grand-mère. Enfin voilà, ça n'a jamais fait partie de quelque chose on s'est sensibilisés. J'ai la mère d'une amie qui a eu un cancer du sein, et on en a même eu 3. Et donc là, forcément, on en parle, mais c'est vrai que j'étais assez loin de ça. Pourtant, j'ai plein d'amis en médecine. Mais je pense que je fais partie de une tranche d'âge où on se dit qu'on n'est encore pas touché par ça. Bon, voilà, et donc on se sent un peu loin. On sait que ça existe, bien sûr, on n'est pas aveugle, et il y a heureusement tellement de discussions aujourd'hui autour du sujet que on connaît, mais ça arrive aux autres. Voilà, exactement. Et encore moins sur les maladies du sang. Le lymphome que j'ai eu, c'est quelque chose de... c'est vrai qu'on parle des gros cancers, ou des choses de la prostate, cancer de la gorge, des poumons, etc. Donc des choses plus liées aux organes. Et c'est vrai que tout ce qui était maladie du sang, je n'y connaissais mais absolument rien, quoi. À tel point que quand on m'a dit « vous avez un lymphome », j'ai dit « ok, mais je n'ai pas fait l'association lymphome-cancer ». Ça a été... Mais d'ailleurs, on n'a jamais dit « vous avez un cancer ». Bon, ça, c'est la technique des médecins aussi, pour pas suralerter, je pense, tu vois. Parce que je pense que si on m'avait dit « vous avez un cancer », j'aurais... état de panique par nature, alors que là, ils m'ont annoncé de manière assez douce. Et... Du coup, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu les symptômes qui t'ont amené à consulter ? Alors moi, ça a commencé, j'ai eu des premiers symptômes l'été 2023, juillet, j'étais en Bretagne, et j'ai bu un verre de bière, je crois, puis j'ai commencé à avoir des douleurs en fait dans le cou, donc au niveau des cervicales, et bon, je me suis dit, bon, c'est un peu comme une crampe, quoi, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est peut-être juste ce verre-là, mon corps n'en veut pas, bon, voilà. J'avais jamais fait trop de réaction à l'alcool, mais bon, j'ai quand même réessayé, puis ça se maintenait un petit peu. C'était pas très douloureux, mais je sentais que j'avais comme une espèce de petite crampe au niveau cervical. Et puis j'avais des grosses rougeurs au niveau des joues, que j'ai toujours un petit peu eu à consommer de l'alcool parce que j'ai une peau assez réactive, mais là qui était quand même assez intense, donc un petit flush, ce qu'on appelle un flush. Bon, la solution, c'est-à-dire que j'ai arrêté de consommer de l'alcool. C'était très simple. J'ai laissé passer l'été, puis j'ai vraiment arrêté, sachant que je suis quelqu'un qui boit de temps en temps, mais donc j'ai l'habitude. C'était pas la consommation d'alcool n'était pas une nouveauté pour moi, mais donc j'ai arrêté. Et puis en septembre, je travaillais sur la Coupe du Monde de rugby, donc j'ai eu l'occasion un peu de partager des verres après des matchs, et pareil, ça passait pas. Il y a un truc qui est passé une fois, c'est un verre de gin tonic, je ne sais pas pourquoi, il m'a rien fait celui-là. Mais bon, voilà, donc j'ai vraiment arrêté ma consommation d'alcool. Et puis en fait, après la Coupe du Monde, donc on est en octobre, je fais un voyage au Liban avec une amie. Et en fait, là, j'ai un peu une descente, je sais pas, la fatigue, beaucoup de fatigue accumulée qui font que j'ai des réactions un peu type, pas allergique, mais eczéma, tu vois, j'ai de l'eczéma qui se déclenche, j'ai des sécheresses qui se déclenchent sur les paupières, au niveau des bras, des choses que je n'ai jamais eues. Et je suis dans un état de fatigue extrême. Mais vraiment, je comprenais pas, je sentais que mon corps était en alerte rouge, et donc je me dis, bon, j'ai peut-être un peu tiré sur la corde, j'avais pas pris de vacances depuis plus de 6 mois, j'avais passé l'été, j'avais une semaine l'été, mais globalement, j'avais beaucoup travaillé autour de cette Coupe du Monde de rugby. Donc je me dis, bon, ok, en fait, t'es juste très fatiguée, un peu d'épuisement professionnel, comme on dit. Bon, je me suis reposée. Entre-temps, j'ai aussi déménagé à Lille sur cette période-là. Et j'avais pris une semaine. Bon, je me sentais fatiguée, mais globalement, ça allait bien. Et voilà, passe le mois de novembre. Bon, là, ça va, je m'installe à Lille, tout se passe bien. Je fais quelques allers-retours quand même à Paris. Mais globalement, je me dis, tu vois, j'ai un peu arrêté toutes les sorties, tout ça. Je me dis, bon, je suis fatiguée, je vais dormir. Et je dormais 8 heures, 9 heures par nuit.
j'ai des siestes le week-end, et la fatigue ne passait pas. Je suis plutôt quelqu'un qui récupère globalement assez vite. Donc je me dis ok, et puis j'avais toujours cette douleur un peu au cou permanente, etc. Je me souviens que j'ai fait un événement de famille en novembre, et ma mère m'a dit c'est marrant, on dirait que t'as le cou gonflé. Je dis bah ouais, en fait j'ai toujours un peu une gêne, etc. Mais je sais pas. Qui n'était pas une douleur. C'était un peu une courbature un peu permanente. Tu vois, quand on te masse les trapèzes, là, que ça te fait trop du bien, en fait, c'était ça, mais ça remontait un peu dans le cou. Donc, plus vraiment musculaire, en fait. Et je me disais, en fait, c'est une accumulation de tension, parce que moi, je prends beaucoup la tension dans les épaules. Donc, voilà, c'est un massage avec un kiné et tout. Bon, bref. Et puis, je fais un week-end en décembre, tout début décembre, chez des copains. Je vais courir et je reviens et je vois qu'en fait, j'ai des vaisseaux qui ont un petit peu explosé au niveau du bras et sous le sein droit. Et là, je me dis, quand même, c'est bizarre. Bon, je vais aller voir un généraliste. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec un généraliste au coin de la rue, à côté de mon travail. Jusque-là, tu n'avais vu personne? Ah, je n'avais vu personne. Ouais. Okay. Je n'avais vu personne. Par contre, non, ce que j'ai oublié de préciser, c'est quand même que j'en avais beaucoup parlé à 2 amis à moi qui sont médecins, bien sûr. Je leur avais dit, voilà, je fais ce genre de réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disent, c'est peut-être une allergie, mais j'avais fait une prise de sang en octobre quand même, parce qu'une de mes copines, celle avec qui j'étais partie au Liban, me l'a prescrite, et en fait, elle l'a lu et elle n'a pas vu d'alerte, alors qu'en fait, j'avais déjà une CRP qui était un petit peu haute, mais qui globalement... CRP qui a un taux d'inflammation, oui, voilà, d'infection. exactement. Ouais. Mais qui peut être lié aussi juste à un petit virus qu'on passe, etc. Donc, c'est pas forcément une grosse alerte. Donc, voilà. Mais donc, effectivement, je leur en avais parlé, mais elles n'étaient pas plus alertées que ça. Elles m'ont dit, faut que tu vois. Puis, c'est des gens que je vois pas non plus tous les jours. Donc, bref. Donc, voilà. Et donc, arrive ce mois d'octobre, je consulte ce généraliste et je lui explique tous mes symptômes. Et en fait, je fonds en larmes parce que je sentais qu'il y avait un truc... C'était un mélange de fatigue mais en fait, je sais que c'est pas de l'épuisement professionnel. Enfin, c'est bizarre à dire, mais pourtant, je me suis posé la question parce que c'est vrai que je suis dans un métier où on me demande beaucoup, où je donne beaucoup aussi. Mais je savais, il m'a dit, mais vous voulez pas juste un arrêt de travail? Il m'a pas examiné. Il m'a dit, vous voulez pas juste un arrêt de travail? J'ai dit, non, mais je sais que c'est pas ça. Bon, il m'a pas examiné, mais je lui ai dit, écoutez, allez voir un kiné pour vos tensions musculaires, tout ça. Donc, j'avais une très bonne kiné à Paris, qui me manipule et qui me dit, écoute, tu es tendu musculairement, en revanche, ce que je sens, c'est pas musculaire, donc va voir un angiologue. Moi, je ne sais pas, je connaissais pas trop ces trucs-là, donc angiologue, je me dis, ok, c'était lié au sang, je savais que c'était lié un peu à la circulation sanguine, vasculaire, tout ça, donc je prends rendez-vous assez vite à Lille. Et là, l'angiologue m'examine et... Alors, en fait, quand j'y repense maintenant, j'aurais dû voir les trucs, tu vois, c'est fou, mais elle a été très neutre, en fait. Elle a passé c'était une échographie, donc elle a regardé au niveau de mon cou. Et donc, en fait, je pense qu'elle a vu des ganglions très, très gros. Et donc, elle m'a prescrit des examens complémentaires, dont un scanner thoracique, avec écrit sur l'ordonnance « Suspicion de syndrome cave supérieur ». Et donc, voilà. Donc, moi, je continue de tenir au courant mes 2 amis en médecine et ma mère qui travaille dans le milieu médical. Et quand mes copines ont vu ça a un peu mis une petite alerte en mode « va faire ton scanner immédiatement ». Et je leur ai dit « attends, j'ai rendez-vous qu'en 15 jours, est-ce que c'est si grave ? Sachant que je suis allée courir hier, tu vois, il n'y a pas de problème ». Elles m'ont dit « non, vas-y, ce serait bien que tu aies un truc ». Donc, j'en ai une qui m'a fait un courrier, tu vois, recommandé pour aller aux urgences et dire il faut qu'elle fasse un scanner. L'angiologue, il t'a pas dit que c'était urgent? Non, elle m'a pas fait... Je lui ai posé la question en mode est-ce que je dois m'inquiéter ? Elle a dit... Allez faire vos examens et puis on en parle, tu vois. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était un jeudi, je me souviens. Et puis, mon amie me fait ce courrier. Elle me dit, ce serait bien que tu ailles aux urgences quand même. Et c'était un samedi à Lille. Je dis à mon conjoint, dépose-moi aux urgences, on va voir, tu vois. Samedi après, on est allé faire une course. Puis, il me dépose. Et donc, moi, j'attends. Je suis prise en charge quand même assez rapidement. J'ai ce courrier. Je suis examinée par un interne, une externe et tout. Il me pose plein de questions auxquelles je pense que je réponds un peu à côté parce qu'il me demande si j'ai des problèmes de respiration, si je suis essoufflée quand je monte des marches, etc. Et je leur dis non, ça va, je suis allée courir hier, tout va bien. Et en fait, ils me disent écoutez, on va voir avec le radiologue, mais a priori, pour nous, il n'y a pas de sentiment d'urgence. Et donc effectivement, ils reviennent en disant vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas d'urgence. Mais bon, quand même, ça m'a mis une petite alerte, tu vois. Je me suis dit, est-ce que j'essaye pas d'avancer mon rendez-vous ? Et en fait, j'ai trouvé un rendez-vous pour un scanner, mais à 1 heure de Lille,
perdu un peu au fin fond de la campagne. Ils me prennent le lundi matin. Et donc, c'était 2 jours après. Donc, je fais ce scanner. Et puis, donc, il y avait toute une solution injectée, tout ça. Donc, ça prend un peu de temps. Et normalement, quand on vous fait un examen, on vous dit attendez vos résultats à la sortie. Allez voir le secrétariat. Et là, je vois que le médecin rentre. Donc là, je me dis c'est peut-être pas bon signe quand un médecin rentre directement dans la pièce d'examen. Et il te laisse même pas retourner dans la salle d'attente. Non, j'étais vraiment encore dans la salle d'examen. L'image venait d'arriver chez lui. Ouais. Et donc, il me dit, je me souviens très bien, il me dit bon, mademoiselle, vous avez une maladie du sang, ça s'appelle la maladie des jeunes, mais vous inquiétez pas, ça se traite très bien et vous allez être bien pris en charge. Donc, il me dit juste, vous avez une maladie du sang, une maladie des jeunes, et donc il ne prononce pas le mot lymphome, ou de toute façon, je n'aurais pas compris ce que c'était. Mais il me dit, par contre, on a besoin de vous garder. Vous allez passer aux urgences, on a besoin de faire des examens complémentaires, faire une prise de sang, etc. Et donc, Louison, donc mon conjoint était avec moi. Et donc, je sors du truc, il me dit alors, je dis, j'ai une maladie du sang, je dois rester, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, cet examen, je voulais aller le faire toute seule. Tu vois, je m'étais dit, bon, c'est juste un scanner. Je vais y aller toute seule. T'as pas besoin de venir avec moi. Il travaillait. Enfin, on était en plus mi-décembre. Et toujours un peu les clôtures annuelles sur des trucs. Faut avancer, bref. Et ma mère lui avait dit, la veille, ça j'ai découvert après, mais ma mère lui avait dit, ce serait bien que tu ailles avec Alban faire son examen, au cas où il y a un truc. Et en fait, ce que j'ai compris après, c'est que ma mère et mes 2 copines en médecine se parlaient un petit peu en mode, ce serait bien qu'on la bouge pour potentiellement qu'elle aille vraiment faire vite ses examens, parce que c'est possible qu'il y ait un truc. Et donc voilà, et donc mon conjoint est avec moi, heureusement d'ailleurs. Et donc voilà, en fait, je suis restée aux urgences. Ils m'ont refait des examens complémentaires, prise de sang, tout ça. Et en fait, j'ai été transférée aux urgences du CHU de Lille le soir même pour être prise en charge tout de suite. Et donc, en fait, ça a été... le matin, je me souviens, en plus, j'envoie un message à mes collègues en mode « Bon, pour info, je suis off ce matin, j'ai besoin de faire un examen, mais je suis là à 14h, on se parle, on a un call, tout à l'heure, quoi. » Et puis, en fait, je les appelle à 14h, 15h en disant « En fait, je vais pas revenir. » Enfin, tu vois, et donc ça a été beaucoup d'émotions, parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu le temps de digérer moi-même mon truc. Parce qu'en plus, j'avais pas encore exactement le diagnostic, tu vois, j'avais pas fait de biopsie, etc. Mais globalement, le médecin, le radiologue était sûr que c'était un lymphome Hodgkin. Enfin, au vu de mes symptômes, etc., il m'a dit, en fait, lui était persuadé que c'était ça. Il y a quand même besoin de faire une biopsie pour savoir quel type, parce qu'il y a différents types de lymphome Hodgkinien. En tout cas, différents, voilà, il peut y avoir des spécificités. Et donc voilà, moi, ça a été vraiment immédiat, quoi. Et je suis de ce jour-là, donc c'était le 13 décembre ou le 12, je sais plus. Je suis restée à l'hôpital, je suis passée en soins intensifs au CHU de Lille, et puis après, je suis passée dans le service des maladies du sang, et donc j'ai commencé, une semaine après, j'avais eu ma première chimio, quoi. Donc ça a été vraiment très soudain. Très soudain, ouais. Et très rapide. Et très rapide, et en fait, le problème, c'est que j'avais un ganglion, donc le syndrome cave supérieur, donc c'est un ganglion qui bloque la veine cave, et donc j'avais une compression au niveau du cou, ouais, exactement. Ouais. Au niveau du cou, et donc j'avais une compression à 90%, d'où l'urgence en fait. J'aurais eu un ganglion plus petit ou mieux placé, entre guillemets, ouais, c'était la maladie et l'emplacement. Et l'emplacement, exactement. Donc j'avais j'avais une thrombose au niveau, début de thrombose au niveau du cou. Et donc c'était ça le sentiment, l'urgence venait de là, parce que c'est des choses qui peuvent très vite évoluer à 100% en quelques jours en fonction. Et donc en fait, c'est pour ça que les internes me demandaient, mais est-ce que vous avez du mal à respirer ? Je dis non, voilà, c'est pas problématique, mais en fait, c'est juste qu'il était placé de façon à ce que ça me permettait d'être. Mais voilà, les vaisseaux sanguins explosés, tout ça, voilà, c'était à cause de ça, en fait. C'est à cause de ça qui bloquait la circulation. Et à ce moment-là, toi, quand, du coup, dans tout ce tourbillon des voitures qui t'emmènent d'un endroit à l'autre, toi, à ce moment-là, tu réalises, t'es dans quel état d'esprit ? Alors, c'était un peu particulier parce que je suis très vite passée dans... Je l'annonce aux gens. En fait, j'ai besoin de tout mettre en stand-by pour être sûre que ça allait. Et en fait, j'ai eu 2 jours où c'était un peu flottant. J'avais beaucoup, beaucoup d'émotions. Je me suis dit, mais en fait... voilà, je pense que c'est vraiment le temps de réaliser ce qui nous arrive. Après, le fait de ne jamais avoir été trop inquiétée par les médecins et qu'on n'ait jamais trop prononcé le mot cancer, je me souviens, c'est moi qui ai regardé un soir lymphome Hodgkin, forme de cancer du sang.
ah, d'accord. Enfin, c'est fou à quel point on peut être pas bête, tu vois, mais un peu ignorant, entre guillemets, sur ces choses, ou ne pas voir forcément les signes. Et donc voilà, et donc j'ai compris, je dis, ok, bon, en fait, c'est un truc quand même assez sérieux. Mais effectivement, le fait qu'on ne m'ait pas dit, voilà, pour votre pronostic vital, c'est compliqué, on ne connaît pas les traitements, tout le monde dit, franchement, on connaît le protocole, c'est facile, il faut juste qu'on sache exactement, qu'on fasse votre biopsie pour savoir exactement ce que vous allez... quelle typologie de chimio, etc. on va faire, mais ça va aller. Bon, moi, si on me dit que ça va, je suis un peu bête et méchant, mais je suis quelqu'un quand même d'assez... Je suis peu anxieuse, en fait, et donc je pense que ça a pas mal aidé, parce que je me suis tout de suite dit, bon, bah, a priori, ça va aller, mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau des chimios, etc. En fait, c'est plus ça forcément, c'est ça qui est plus angoissant presque que le diagnostic en tant que tel. Ouais, toi, tu as tout de suite été mise dans le stade de comment je vais réagir aux médicaments, exactement. Quels vont être les traitements, Exactement. Okay. Et voilà, après, je me souviens très bien en avoir discuté avec une psy de Ginkgo. Je crois que c'était 1 semaine ou 10 jours après. Et elle me dit, bon, comment vous vous sentez ? Et je dis, bah, franchement, ça va. Ce qui est bien, c'est que je vais avoir du temps pour moi. Et elle m'a un peu regardée en mode... vous êtes enfin, en gros, vous êtes malade, vous êtes au courant. Je dis oui, mais en fait, c'est bien, comme ça, je vais avoir du temps pour moi. Et du coup, elle m'a dit, ok, bon, c'est cool, vous êtes positive, mais en fait, il y avait peut-être un petit quelque chose. Et donc, tu vois, c'est en m'entendant dire ça, je me suis dit, ok, en fait, effectivement, ce que je te disais en début, le corps parle pour toi, en fait. Enfin, je suis assez persuadée, c'est une conviction, je sais pas si tout le monde la partage, mais parfois, le corps t'envoie des alertes qu'il faut juste... Là, ça a été un gros panneau en pleine tête, tu vois. Mais voilà, et le fait que je dise ça, c'est quand même la preuve que j'étais quand même un petit peu fatiguée. Ouais. Donc le fait que ce soit une réaction du système immunitaire, c'est pas non plus anodin. Ouais. Et voilà, donc bon, voilà, ça a été un gros chamboulement. Après, j'ai été hyper bien entourée, que ce soit au niveau de ma famille, de mes amis, du travail. Franchement, je suis hyper reconnaissante du cocon en fait dans lequel on m'a mis, et ça m'a permis de ne pas m'inquiéter en plus. Tu vois, parfois quand on fait de comprendre que ta maladie va embêter les autres, bon bah c'est jamais très agréable. Mais le fait d'être bien entourée aussi, ça a été assez clé pour moi, pour m'aider à accepter aussi, à me dire ok, je lâche tout parce que je sais que c'est géré, entre guillemets. J'avais besoin de m'affranchir de ça en fait. Ouais, je comprends. Comment tu disais justement que tu étais rentrée dans une phase d'annonce assez rapidement. Comment tu l'as annoncé ? Est-ce que tu y as repensé ? Moi, j'ai beaucoup repensé à la manière dont j'ai annoncé. Ouais. Il y a plein de gens à qui j'ai fait des blagues, par exemple, alors que c'est pas drôle. mais je sais pas. Est-ce que ça a été difficile pour toi, ou est-ce que tu as des gens qui ont pris le relais ? Alors, je l'ai très vite annoncé à un de mes boss. Parce que je lui avais dit que je serais là à 14h et que tu n'étais pas là. Exactement, donc je lui ai dit, voilà, j'ai une maladie du sang. Je suis pas sûre que je lui avais dit que c'était un cancer, je me souviens plus trop, je t'avoue, parce que c'était tellement rapide. Donc voilà, je lui ai dit à lui, qui s'est chargé de le dire à l'ensemble de mes collègues bien sûr et de mes équipes. Je l'ai vite dit à ma mère et mon père, parce qu'ils étaient ensemble en plus. Tous les deux au téléphone à ce moment-là, et à mes 2 copines qui suivaient un peu le sujet. Et après, en fait, c'est plutôt mes amis et mon conjoint, mon compagnon qui ont fait le relais. Ouais. Parce que sur le coup, de toute façon, j'ai passé beaucoup de temps à répéter beaucoup de choses, mais ce qui est normal, un peu plus à travers le temps. Mais sur le moment, c'est vrai que j'ai dit à 5 personnes clés qui diffusaient ensuite derrière, quoi. Et toi, du coup, on t'annonce un protocole du coup de 6 mois à peu près, 4 à 6 mois. En gros 4 mois. En fait, je fais une biopsie, donc je suis prise en charge en soins intensifs pendant 2 jours. Après, je suis transférée au service hématologie. Ils m'ont fait la biopsie pendant que j'étais en soins intensifs parce que c'est un peu urgent entre guillemets. Et du coup, il y a toujours une petite semaine en fait d'attente pour confirmer le protocole. Et en fait, j'ai eu un peu une double annonce, c'est-à-dire avant d'avoir la confirmation de à quel stade j'étais, on m'a expliqué quel était le protocole autour de ce type de lymphome. Mais c'était le protocole vénère, entre guillemets, avec toutes les implications, notamment au niveau fertilité. Et donc ça a été un petit coup de bambou en plus derrière la tête, parce que j'avais pas du tout en fait ces notions-là de à quel point la chimio pouvait t'impacter au niveau de ta fertilité. J'avais un projet, un tout début de projet d'enfant où je m'étais dit c'est peut-être maintenant, etc.
Et donc, j'avais pas du tout soupçonné, en fait, j'avais pas du tout pensé, imaginé ce truc-là. Donc, Et ça, on t'en parle rapidement de l'impact ou... Ouais, justement, tu vois, ils m'en parlent dans les 2-3 jours, mais avant de connaître le protocole. Et en fait, finalement, donc, ils m'annoncent un truc un peu hard, en mode, voilà, vous risquez de perdre l'ensemble de vos cheveux. Au niveau de la fertilité, ça peut avoir un impact. Il va peut-être falloir qu'on envisage de faire une préservation de fertilité, etc. Et en fait, donc j'étais toute la semaine, et pendant le week-end, je me souviens, c'était la médecin de garde, elle avait reçu les résultats de la biopsie, ils avaient validé le protocole ensemble, en interne, et vu que j'étais à un stade moins avancé, en fait, ils m'ont fait un protocole plus léger. Et elle m'a dit, en fait, vous inquiétez pas, niveau fertilité, ça va, vous n'avez pas besoin d'en faire, etc. Donc en fait, j'ai eu un peu un petit ascenseur émotionnel. C'est presque des bonnes nouvelles. Ouais, quoi Ah bon, je suis pas stable. Trop bien. Non, mais effectivement, du coup, ça a été... Bon, après, je suis contente qu'ils aient commencé par le plus sévère, entre guillemets, et finalement, tu reviens. Mais voilà. Non, on m'a annoncé, voilà, on m'a pas caché grand-chose, on va dire. Mais finalement, le protocole que j'ai eu, donc effectivement, c'était un protocole avec 8 séances de chimiothérapie et après 1 mois de radiothérapie. Okay. Donc, qui s'est étalé effectivement sur décembre à fin mai. Quand on t'annonce du coup tous ces traitements, toi, il y a des choses où tu te dis, est-ce que tu t'organises pour essayer de te trouver des espaces pour te faire du bien, des choses que tu as envie de mettre en place? Est-ce que tu te dis, je commence et on verra? Est-ce que tu te renseignes? Est-ce que tu as de l'info qui rentre? Enfin, comment tu abordes du coup parce que j'ai l'impression quand même que tu es une fille plutôt organisée sur ces trucs-là. Donc, je suis sûre que tu as quelques tips à nous partager. Oui, alors en fait, effectivement, je peux être organisée sur ces choses-là, mais je vis aussi un peu au jour le jour. Donc en fait, j'étais vachement dans l'attente, entre guillemets, de savoir concrètement comment ça se passe et quel impact ça a sur moi. Après, j'avais la chance d'avoir Faustine autour de moi et en fait de connaître Ginkgo. Elle m'en avait parlé, j'avais vu le lancement et donc assez rapidement je me suis dit, je me suis pas trop laissée tergiverser, tu vois, sur est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai pas besoin. Et en fait, je me suis dit je pense que c'est aussi un bon moment pour avoir un support un peu global à plein de niveaux. Et je me suis dit, t'as pas pris beaucoup soin de toi ces derniers temps. Je pense que c'est bien que là, tu vois, c'est le moment. T'as le temps. T'as le temps de prendre soin de toi à plein de niveaux. Sans trop savoir encore comment la chimio allait impacter sur le plan nutritionnel, émotionnel, l'état de santé global, sur ta capacité à faire un peu d'activité physique ou pas, tes envies, etc., etc. Mais je me suis dit, je vais prendre du temps pour moi et je vais prendre le temps de réajuster à plein de niveaux et de me faire aider du coup avec ça. Et déjà, c'est hyper chouette parce que ça veut dire qu'en fait, t'as pas attendu un état entre guillemets, de détresse ou de besoin extrême avant de te dire je déclenche des choses pour entretenir mon moral et mon état. Et je pense que ça a participé au fait que ça soit... j'ai pas eu de phase trop, entre guillemets, descendante où je me suis sentie perdue, démunie, parce qu'en fait, j'ai tout de suite eu cet accompagnement. Je suis rentrée dans un protocole très tôt, dès le mois de janvier. En plus, grâce à mes amis, parce qu'ils avaient fait une petite cagnotte pour m'aider à financer plein de choses, dont ça. Donc, Ginkgo, c'est Faustine qui t'en parle. Ouais. Tu prends contact du coup avec une infirmière de Ginkgo? Ouais, en fait, au début, Faustine me dit, tu sais, j'ai ma copine Camille, donc toi, qui a eu un lymphome. Alors, c'est pas le même, mais qui a eu un lymphome. Voici son numéro pour en parler. Je crois que je t'ai jamais écrit. Ou je t'avais envoyé un message, je sais même plus. Ouais. Mais tu vois, on s'est vu depuis. Tu vois, moi, je savais pas trop quoi poser. Ouais. Franchement, j'étais totalement démunie par rapport à ça. Je savais pas. Donc, je me suis dit, je vais voir. Et puis, au fur et à mesure, si j'ai des questions, je te les poserai. Et puis, il y a eu Ginkgo. Effectivement, j'ai fait un premier rendez-vous un peu plus exploratoire, tu vois, pour me dire, on va voir ce que le parcours, le parcours peut m'apporter. Donc l'infirmière que j'ai rencontrée. Donc tu y allais sans attente particulière. Oui, je savais pas. Parce que autant Faustine m'en avait un petit peu parlé, mais je m'étais pas plus renseignée, je connaissais pas plus le sujet que ça. Et donc l'infirmière me présente.
Et elle me dit, voilà, tout, vraiment l'approche globale et assez holistique de Ginkgo. Et je me suis dit, bah, en fait, autant le tenter. Moi, j'avais jamais vu de psy. J'ai vu des nutritionnistes, mais pour d'autres sujets. Mais en fait, je me suis dit, peut-être que ça peut... C'était un peu exploratoire, donc peut-être que ça peut te faire du bien aussi, sans que tu le saches, notamment le côté psy. Voilà, t'as l'opportunité, vas-y, quoi. Et donc, on a mis en place un petit protocole. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était forcément... l'infirmière, elle avait détecté que j'adorais le sport et que ça faisait partie des trucs où je voulais maintenir en fait une activité physique. Et donc, elle m'a proposé plein de choses, des cours de gym hypopressive, c'est ça qui est chouette, c'est que je trouve que ça capitalise vraiment sur ce que tu aimes, comme c'est tellement personnalisé. Tu vois, ça va vraiment dans la direction de à la fois te faire découvrir, trouver ce bon équilibre entre te faire découvrir des nouvelles choses et à la fois continuer à faire c'est ça. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'était que c'était hyper adaptable. C'est-à-dire qu'au début, on est parti sur un protocole de 4 mois avec il y avait des séances de psychologie, des consultations diététiques, de la gym hypopressive et j'avais mis une séance de sophrologie. Bon, bah, tu vois, au final, la gym hypopressive, j'aimais bien, mais c'était pas non plus... Enfin, je voulais quelque chose d'un peu plus intense. Et donc, en fait, on m'a basculé sur la même personne, mais avec un autre type de cours. La sophro, j'en ai fait une fois et c'était bien, mais j'ai pas senti que ça m'avait apporté... trop, donc j'ai dit bon bah cool d'avoir testé mais je recommencerai pas. Et donc j'ai vraiment suivi, j'ai fait un suivi psy, un suivi nutritionnel et un suivi plus au niveau plus activité physique adaptée. Et voilà, et donc ça m'a maintenu un petit peu cet équilibre et je me suis sentie accompagnée et on avait même évoqué des choses plus autour de l'esthétique, tu vois, en attendant de voir comment ça évolue aussi pour moi. J'ai eu cette chance de... Bon, j'ai perdu pas mal de cheveux et j'ai coupé mes cheveux, etc. Mais j'ai pas eu besoin de perruque. Enfin, tu vois, je me suis dit, bon, bah... Mais je suis allée explorer. Non, j'ai pas tout perdu. Mais je suis allée explorer. Tu vois, je me suis dit, je me laisse les options. Et Ginkgo m'a beaucoup aidée sur ça. En fait, je trouve que ce qui m'a apporté, c'est pour te... Plutôt que de te dire, bah, je vais me poser les questions au fur et à mesure, en fait, c'est un gain de temps énorme sur, en fait, qu'est-ce que tu vas aborder comme problématique. Voici les réponses. Après, t'en fais ce que tu veux. T'actives pas, etc. Mais au moins, ça te débroussaille un paysage qui peut être très compliqué à comprendre et avec des solutions concrètes. Tu vois. Et c'est ce que j'ai bien aimé, en fait. C'est ce gain de temps, entre guillemets, par rapport à aller soi-même dans découvrir, bah tiens, j'ai besoin de ça. Ah, en fait, comment ça marche ? Qui peut répondre à cette problématique-là ? Là, t'as quelque chose qui est déjà sous tes yeux, quoi. Ouais. Et en plus... a priori, et là on va venir à aujourd'hui, mais a priori en plus, toi ça t'a maintenu vraiment à flot. Enfin, en tout cas, que ce soit ça ou que ce soit toi, ta force psychologique, etc. Mais c'est une combinaison des deux. La combinaison du tout fait que du coup, j'ai l'impression que depuis ta rémission, du coup, qui est de quand ? De juin ? Oui, mon dernier TEP scan date de juillet officiellement, mais même en fait, j'avais déjà plus de traces de la maladie dès la moitié de mes chimios. Après, il faut continuer le protocole parce que ça a toujours une petite rechute ou ce genre de choses. Mais voilà, on m'a annoncé effectivement que j'étais en rémission même avant ma radiothérapie. Enfin, la radiothérapie considère que tu es en début de rémission. Et donc, mais ça s'est confirmé par un TEP scan en juillet. Donc, on va dire que c'est depuis juillet officiellement. Tu as eu des effets secondaires particuliers liés au traitement directement ou... Oh oui. Je pense que je pense que l'effet secondaire qu'on partage toutes et qui est, je pense, le plus dur, en tout cas le plus dur selon moi, c'est l'après-chimio. Honnêtement, c'est la nausée, c'est cet état hyper végétatif qui est entre une très mauvaise gueule de bois et parfois une grippe ou une gastro, enfin tu sais plus trop. Et en fait, c'est cet état, moi ce qui m'a vraiment le plus saoulée, vraiment, où je me suis sentie impuissante, c'est de végéter dans mon propre corps. Et moi, j'avais des chimios toutes les 2 semaines. Et des effets secondaires qui duraient entre 3 et 5 jours. Donc j'avais toujours une semaine où globalement j'étais assez bien, entre guillemets. J'étais assez fatiguée, mais je me sentais revivre. Et donc ça, c'était toujours un peu pas une lueur d'espoir, mais je me disais, ah, ça va. Et puis en fait, je retournais à l'hôpital et je me souviens, à chaque fois que je retournais à l'hôpital, j'ai assez peu pleuré une fois que j'avais annoncé le diagnostic et tout. Et en fait, dès que j'allais à l'hôpital, je fondais en larmes. Mais je me mettais dans ma chambre, sur le lit, en attendant que les infirmières passent et tout. Et là, c'était un océan de larmes. Et c'est pas que je comprenais pas, mais je me dis, c'est con, j'étais bien il y a 1 heure, tu vois, j'étais bien. Mais en fait, j'avais toujours ce stress de retourner à l'hôpital parce que j'avais pas envie. Enfin, tu vois, et je m'en rendais compte vraiment dans la demi-heure avant, quand mon conjoint me déposait, qu'il fallait aller dans la voiture.
Et là, j'étais genre... Et en fait, du coup, à chaque fois, j'alternais vraiment. C'était un peu des petites vagues de... je suis pas très bien pendant 3-4 jours. Après, ça va mieux. Je revis, je vais marcher. Je me suis même remise à la course à pied très lentement, mais tu vois. Ouais. Et cette rechute. Et du coup, c'est ça aussi, tu vois, dans les effets secondaires, c'est aussi les va-et-vient psychologiques, je trouve, qui sont durs à gérer ou en tout cas à appréhender. Juste pour revenir sur ces arrivées à l'hôpital, parce que moi, évidemment, c'était vraiment un truc. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait 2 trucs. Le premier, c'est que j'ai décalé mes chimios du lundi au mardi. Parce que, pour pas commencer la semaine avec ça. La semaine. J'avais le côté du blues, parce qu'en fait, c'était pas la demi-heure d'avant, c'était tout le dimanche soir. Mon dimanche soir était terrible. Et en fait, de le changer au mardi, en fait, ça m'a changé beaucoup de choses. Ouais, c'est pas bête, ça. C'est un truc, mais je sais... C'est comme la réunion de travail que tu veux pas faire et que tu décales. Exactement. Est-ce que toi, il y a des choses que tu t'es dit, j'y vais, ça me passera dessus, ou il y a des petits trucs que t'as... Moi, je trouve qu'il y a un gros truc très sensoriel à l'hôpital, les odeurs, les couleurs. On voit qu'il n'y a rien qui a été quand même réfléchi pour un patient en chimio. Non, tu mentionnes les odeurs et tu as raison. Moi, c'est... En fait, j'avais souvent mon rendez-vous, tu vois, j'arrivais entre 10 et 11 heures, donc c'est le moment où ils préparent les plats de la cantine. Et en fait, les 2 premières chimios, globalement, ça a été... dans le sens où j'avais pas un peu ce dégoût-là. Et en fait, j'ai une 3e chimio qui s'est assez mal passée, qui a été assez violente pour moi. Je suis restée le soir à l'hôpital, j'ai vomi tout. Sur le moment, en fait, moi, il y avait une complexité dans mes premiers traitements, dans mes 4 premières chimios, c'est que j'avais pas de... En fait, moi, j'ai pas eu de voie centrale, de cathéter. Parce que j'étais thrombosée au niveau du tronc en haut, donc moi, on me posait des voies fémorales, en fait. Okay. Donc, j'arrivais à l'hôpital, j'avais tous les protocoles, il fallait voir les médecins, savoir comment j'allais et tout. Je descendais au bloc opératoire pour me faire poser une voie au niveau de l'aine. À chaque chimio. À chaque chimio, ouais. Wow. Donc, ça prend 1 heure. C'est une petite opération locale. Les mecs étaient trop sympas. Par contre, limite, j'adorais. En fait, je me sentais bien là-bas, mais c'était des jeunes chirurgiens anesthésistes, trop gentils. Ils te mettent un peu de musique. Ah ouais, ils te faisaient des blagues. Ils me racontaient alors, c'est quoi votre dernier film que vous avez vu? Parce que c'est une opération, mais t'es pas endormi en entier. Voilà, c'est vraiment une opération locale. Donc, t'es endormi vraiment au niveau de l'aine. Et pour te poser un petit tuyau exactement, pour faire passer les chimios, parce que j'avais pas d'autres voies veineuses qui pouvaient accepter ça pour l'instant. Et donc voilà, j'avais ce moment-là. Après, je remontais en chambre et là commençaient les chimios. Donc, et de là, il y a 5 heures, tu vois, parce qu'il y a 4 heures où tu dois passer les produits, il y a des temps de changement. C'est assez technique, il y a tout un protocole. Et après, tu peux pas poser de pied par terre. Alors, je pouvais un peu me déplacer quand même. J'arrivais à aller aux toilettes et tout. Mais je devais, une fois les chimios finis, les produits administrés, je devais rester encore au moins 1 heure, 1 heure et demie, le temps qu'on m'enlève la voie centrale, parce que je pouvais pas rentrer chez moi avec. Et vu que c'est sur une zone qui est très... il y a un risque de saignement qui est hyper important. Tu vois, je vais rester 1 heure, 1 heure et demie allongée avec un sac de sable sur l'aine, quoi. Donc, ça me faisait des journées à l'hôpital de 10 à 12 heures qui étaient quand même hyper longues. Donc, vraiment, je passais la journée. Alors, après, je m'étais mis un peu un protocole où je me disais, bon, c'est ma journée à l'hôpital, je prends des livres, je prends des séries, je m'occupe de répondre à des gens parce que j'ai eu beaucoup de messages et en fait, c'était ma journée où je répondais aux gens, tu vois. Ouais. Je me mettais dans le mood, ok, maladie. Et après, j'essayais de m'en sortir pour passer... je cloisonnais un peu les moments, tu vois. Ça a été un peu mon truc... je me dis, bon, quitte à être à l'hôpital et parler de trucs maladie, bon, on y va, quoi. Et voilà, donc ça a été pendant mes 4 premières chimios. Après, j'ai pu avoir ce qu'on appelle un PICC line, donc dans le bras, et ça a beaucoup soulagé mes journées à l'hôpital. Donc le PAC, la voie centrale, tu l'as jamais eu? Je ne l'ai jamais eu. Okay. Non, je ne l'ai jamais eu parce que même une fois que ma thrombose était résorbée au niveau du tronc, en fait, ils ne mettent pas un PAC pour si peu de... si j'avais eu encore beaucoup de chimio, ils l'auraient fait, mais là, il m'en restait plus que 4. Ils m'ont dit, on fait un PICC line... dans le bras, donc là pour le coup j'ai un petit compagnon qui m'a pendant 1 mois et demi qui m'a un tuyau en fait qui sort du bras et que tu peux garder, tu peux te doucher avec, faut le protéger comme un plâtre en gros. Mais voilà, je peux aller faire du yoga et des pilates avec, ça me gênait pas trop. En revanche, t'avais un petit copain j'avais un petit copain tout du long qui était là et qui j'ai une infirmière qui vient le changer régulièrement, tout ça, donc voilà. Mais ouais, ma technique, en gros, c'était de cloisonner un peu les moments, quoi. Ouais. C'était un peu le truc. Et après, pour revenir sur les odeurs, en fait, j'ai ma 3e chimio où je sais pas pourquoi,
soit un truc qui est mal passé de la cantine, mais j'ai vomi pendant 3-4 heures, tu vois. C'était horrible. Et je suis restée du coup le soir à l'hôpital parce que je pouvais pas sortir. Et en fait, depuis ce moment-là, les odeurs, mais laisse tomber, c'était horrible. Je rentrais à l'hôpital, toujours à ce moment-là, autour de 11h, là. Donc, les repas qui sont prêts. Et ça m'a... Enfin, quand j'y repense aujourd'hui, là, j'y suis retournée pas plus tard que la semaine dernière. Heureusement, c'était le matin très tôt. Mais je sais, c'est des trucs, c'est tout de suite, ça te prend à la gorge et t'as vraiment cette nausée qui revient, quoi. Donc, c'est ces trucs-là, effectivement, sensoriels qui reviennent, que t'associes naturellement à des moments qui sont pas très agréables. Ouais. Ça n'aide pas. Donc, tu es en rémission depuis, alors, plus longtemps que ça, mais en tout cas, tu es en dehors des protocoles, etc., depuis le mois de juillet. Oui, exactement. Et donc, tu as repris le travail au mois de septembre. Oui, tout à fait. Tu en avais envie, tu étais dans un état physique qui te le permettait. Comment tu as appréhendé un peu ce retour-là ? Je sais que tu as mis en place des petites choses, changement de périmètre, tu t'es posé des questions. Ouais. Raconte-nous un peu. Effectivement, en fait, j'ai vraiment profité de cette période, j'en parlais en début, mais où j'ai eu un peu cette prise de conscience que j'avais besoin de temps. Donc, j'ai pris du temps pour moi. Et j'ai pris du temps notamment pour réfléchir à mon travail, mon organisation et en fait, comment je voulais revenir au travail. En fait, je fais partie d'une agence que j'aime beaucoup, j'adore mes collègues et je me suis jamais dit j'y retournerai jamais. Je me suis dit, par contre, si j'y retourne, c'est à des conditions qui sont différentes de celles dans lesquelles je suis partie. Donc, je voulais effectivement un changement de mission, donc j'ai réussi à négocier avec ma hiérarchie, mais que j'avais travaillé aussi avec une coach. Tu vois, je me suis dit, faisons tout, en fait, profitons de ce temps qui est quand même assez rare dans une vie, de se dire qu'on peut faire une pause dans notre vie de 10 mois presque. Et donc, c'était quelque chose que je voulais faire avant, que j'avais jamais pris le temps de faire. J'avais encore un peu de temps, donc après mes chimios, je me suis lancée dans ça. Et voilà, ça m'a permis un peu de me réorienter. Tu fais le point sur toi, sur en fait, c'est quoi tes envies, c'est quoi tes drivers. Et en fait, c'est marrant, mais pour moi, cette maladie, ça a été un accélérateur de temps, d'une certaine façon. Ah ouais. De questions que je me posais dans le fond, mais que tu ne te prends pas forcément le temps de traiter parce que tu te dis, je verrai plus tard, ou des choses comme ça. Et là, le fait qu'on m'accorde, quelque part, ce temps de pause, du coup, ça te permet juste de faire un peu le point sur tout et de te dire, OK, j'en suis où sur ça, qu'est-ce que je veux changer, etc. Et donc, moi, ça m'a activée, tu vois. Je pense que j'ai gagné du temps par rapport à ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être voulu faire ce changement-là de poste typiquement dans 1 an, mais ça aurait pris... Enfin, tu vois, j'aurais perdu un certain temps. Là, je sais, ça a été un déclencheur, quoi. Ouais. Et donc, voilà, donc, je suis revenue à un changement de poste qui est un peu plus... qui est moins sollicitant, d'une certaine façon. Qui est sollicitant, mais différemment. Ouais. Et ça faisait partie vraiment de mes conditions. Et j'ai beaucoup échangé avec mes boss sur le mois de juin-juillet. En juin, j'ai revu mes collègues pour un événement un peu de travail, mais qui était à la cool. Et j'ai eu une vague d'émotions. J'étais submergée d'émotions de les revoir. Mais je n'étais pas du tout positive. Ouais. Mais qui te font réaliser ce que tu as travaillé, ce que tu as traversé. En fait, moi, j'allais dire quand même, tu as un sacré mental, parce que je veux bien prendre du temps pour soi, et je suis d'accord, hein. Mais quand même, c'est assez un peu fort. Autruche aussi. Ouais, mais c'est quand même hyper... franchement, je suis assez épatée de la manière dont tu as pris les choses. Ça demande quand même de l'énergie de réfléchir. Enfin, moi, je sais à quel point je traverse les trucs en me prenant les portes aussi, tu vois. Tu vois, quand bien même on a envie, mais il faut de l'énergie pour aller parler à son boss pour demander des changements. Enfin, tu vois... C'est quelque chose qui te demande... Enfin, toi, tu as l'impression que ça te demande de l'énergie, ça te paraît assez naturel. Ça m'a pas surcoûté en énergie, parce que je l'ai fait à un moment où, en plus, j'étais bien psychologiquement. Enfin, tu vois, les chimios étaient assez loin. En fait, j'ai eu la chance, entre guillemets, c'est que j'ai fait une vraie pause dans mes traitements en avril. Donc, j'ai fini mes chimios en mars. J'ai fait 1 mois où j'avais rien. J'avais quelques rendez-vous de suivi, mais j'avais pas de traitement. Et je suis partie à la mer, je suis allée voir des gens. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de ressortir, tu vois, de me sentir vivante différemment. Après, j'ai fait de la radiothérapie. Mais pareil, j'étais plutôt... Je sentais que j'avais regagné en énergie. En fait, ce qui est fou, c'est à quel point... En fait, j'étais tellement fatiguée en décembre, que là, je me sentais juste avoir de l'énergie tellement positive et où je dormais trop bien. Tu fais du sport, c'était une période où il faisait beau, c'est l'arrivée du printemps, et en fait, le printemps, je sais pas, moi, en fait, je suis hyper
contente, même si c'est le hasard total, mais d'avoir traversé ça en hiver et c'est marrant, mais de renaître en printemps. Enfin, c'est fou parce que ça aide, en fait. Les saisons aident tellement avec ça. Et moi, tu vois, je suis revenue c'est drôle, à la vie, avec entre guillemets. Ouais, quand oui. le printemps, et je suis revenue un peu à la vie avec le soleil qui revient, les arbres qui sont beaux, les fleurs, etc. Et donc, en fait, ça aide vachement dans l'humeur globale, tu vois. Ouais. Et du coup, non, c'est un truc... De négocier ça m'a pas pris beaucoup d'énergie, mais parce que je pense que c'était un sujet que j'avais déjà abordé avec moi-même avant, en fait. C'est pour ça que je te dis que la maladie était accélératrice et que c'est des sujets, et même la psy me l'a dit, elle m'a dit, mais en fait, si vous posez ces questions-là, c'est que c'est pas la maladie qui d'un coup vous les déclenche, c'est juste qu'elle laisse de la place et du temps, de l'énergie mentale pour y réfléchir, même s'il y a la maladie à côté, mais en tout cas, vous dédiez du temps pour vous poser les questions et avancer sur des questionnements intérieurs. Et voilà, donc non, ma reprise, autant en juin, j'aurais pas du tout été prête à travailler, même si j'ai revu mes collègues, on a passé un très bon moment. Ouais, je me souviens, on s'est vu en juin d'ailleurs, et ça te paraissait loin. Là, je te revois maintenant et j'ai l'impression que t'es à fond dedans. Et passer l'été, voilà, j'ai beaucoup profité. Je suis partie au chaud, à la montagne, à la mer. J'ai vu de la famille, des amis. Enfin, c'était vraiment chouette. J'ai passé un très bel été. Et je suis revenue en septembre en mode, allez, go, rentrez là, back to school. Et donc, j'ai vraiment, je sentais que j'avais même une énergie, moi, une envie, tu vois, d'aller, de me remettre aussi un peu en mouvement. Et voilà, donc je suis super contente. En plus, j'ai eu un accompagnement au niveau RH, au niveau de mon groupe qui était vraiment super, avec beaucoup de liberté de reprendre au rythme où je voulais. J'ai pas eu de pression. Et en fait... quand tu reviens comme ça, en fait, personne ne t'attend. En fait, c'est vraiment... tu vois, j'étais pas attendue, quoi. Enfin, les gens étaient très contents de me voir, mais on me dit pas, attends, j'aimerais bien te voir, tu sais, dès lundi, j'aimerais bien, parce j'aimerais bien qu'on fasse un point ensemble. Ouais. En fait, ça m'a foutu la paix pendant 2-3 semaines. Ouais. C'est moi qui me suis reliée avec les gens, en mode, c'est cool, viens, on discute. Donc, en fait, je suis revenue vraiment... Il n'y avait pas d'attente de la part, entre guillemets, des employeurs. C'est toi qui reconstruisais ton retour. Exactement. Et j'ai vraiment eu cette chance-là. On m'aurait calé un meeting 2 jours après en mode tiens, voici tous les sujets et j'aimerais bien que tu reprennes ça. Je t'aurais dit enfin tu vois, tout de suite tu reviens dans un système où on te met la pression. Et je pense que c'est un peu ça la clé, c'est de laisser la personne refaire sa place, retrouver des habitudes. Tu vois, j'ai trié mes mails. Moi, j'ai fait un tri de mails, mais j'ai fait un delete de 4 ans de mails. Bon, j'ai fait une erreur, je voulais les archiver. Mais... Donc, en fait, j'ai vraiment supprimé 4 manqué. Ouais, exactement. Et du coup, tu vois, c'est un truc tout con, mais j'avais besoin aussi un peu de ça. J'avais besoin de ce renouveau. J'avais besoin d'un renouveau. Ouais. Je pense que j'aurais pas pu revenir à la même chose parce que ça m'aurait replongé dans soit dans des choses négatives ou juste une période de travail qui n'était pas forcément hyper heureuse pour moi non plus. Enfin, a posteriori, tu te rends compte que tu n'étais pas forcément bien et qui te ramène aussi à la maladie. Enfin, tu vois. Donc, ce côté un peu de retour en arrière, moi, j'ai un peu toujours besoin de sentir que j'avance. Et donc... En fait, ce que tu as eu comme bon équilibre, c'est le côté très reprendre tes marques, mais avec un reset. Ouais. C'est une équation qui est quand même pas facile à... assez unique qu'on peut que chacun peut faire, mais c'est vrai que du coup tu as eu cette bip. Et c'est marrant parce que en discutant avec mes deux boss, en gros quand je leur ai annoncé que je voulais revenir, ils étaient hyper soulagés, heureux, mais aussi surpris parce qu'ils m'ont dit voilà, nous on a des gens qui ont déjà eu ça alors c'était pas dans mon équipe, dans mon agence, mais sur d'autres postes, et souvent les gens reviennent, mais soit ils changent de mec, soit ils changent de taf, soit ils changent de ville. Et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai pas changé de mec. J'avais déjà changé de ville avant et je veux un peu changer de taf. Il y a un paramètre de changement que je pense que... Alors, peut-être que tout le monde ne peut pas faire, mais en tout cas, je pense qu'il y a une envie aussi de dire, voilà, j'ai besoin de mettre ça un peu derrière moi. Et donc, moi, ça a été à travers ce changement de poste. Mais si j'avais pas eu le changement de poste, effectivement, peut-être que, tu vois, j'aurais quitté la boîte parce que j'avais besoin t'as besoin d'un peu un renouveau, quoi. Ouais. Et c'est comme quand et je pense que c'est dur effectivement de revenir, je sais pas, c'est comme après un congé mat, tu vois, t'as quand même des vécus, des périodes de vie. Alors je compare pas une naissance à un cancer, mais faire des pauses au travail, tu vois, comme ça, c'est ça aussi, c'est comment tu te sens à revenir dans un truc. Enfin, toi tu l'as vécu 2 fois en plus. Donc je suis contente d'avoir eu en tout cas cette liberté de choisir mon rythme, etc. Juste pour revenir quand même sur cette force, parce qu'en vrai, c'est un bonheur de te parler. Franchement, ça donne de l'énergie, c'est communicatif.
Si tu relisais un peu cette histoire, tu penses que les choses qui t'ont donné le plus de force, qui t'ont aidé à cultiver... Alors, quand même, ce que je perçois, c'est que c'est quelque chose que tu as en toi, hein, c'est un feu que tu as cultivé. Est-ce que, je sais pas, il y a des choses que tu partagerais alors, il y a l'entourage, j'imagine, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais qui a dû être quand même assez précieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses alors moi, en fait, ce qui m'a aidée, c'est ce qui m'a perdu ces dernières années aussi. C'est tout bête, mais en fait, j'en reviens à un essentiel qui est la pratique sportive. En fait, ça faisait 2 ans 2-3 ans là, depuis le Covid où je pratiquais un peu de sport, mais je faisais ça à droite à gauche. Mais ça faisait vraiment 1 an et demi, je pense, que je m'accordais très peu de temps pour prendre soin de moi. Que ce soit des massages, aller chez j'allais chez le coiffeur une fois de temps en temps, mais ce côté vraiment bien fait, de faire du bien, tu vois, chacun le fait à son niveau, mais je l'avais totalement mis de côté. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est encore une fois, c'est ce temps que je me suis dédiée, en fait. Et moi, c'est vraiment ça qui a été mon truc, c'est que je me suis revue être bien mentalement parce que je refaisais un peu de sport. Et que j'ai lâché aussi le côté... j'avais toujours fait du sport en compétition. Et là, j'ai abordé la pratique sportive de manière totalement différente parce que je l'ai abordé de manière... En fait, c'est pour me faire du bien à moi. Chose que je n'avais... Enfin, en vrai, peu de sportifs le font, tu vois. Heureusement, il y a des pratiques douces aujourd'hui qui t'apprennent ça. Mais je veux dire, à la base, le sport, c'est du dépassement de soi, c'est de l'effort permanent. Tu vois, il y a un côté assez... très dynamique, parfois violent, dépasser sa douleur, etc. Et là, à l'inverse, tu prends le truc c'est l'écoute de soi, qu'est-ce que ça m'apporte, comment ça m'apaise. Et donc, j'ai vraiment réanalysé en fait, ma relation à la pratique sportive aussi. Et du coup, ça m'a vachement... je pense que ça m'a remis aussi de la confiance en moi. Tu vois, c'est tout con, mais... de se dire que si, en fait, le fait de prendre soin de moi, en fait, ça te donne envie aussi de prendre soin des gens. Enfin, tu te recentres vachement sur toi. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée, quoi. C'est de sentir qu'en fait, j'allais de mieux en mieux, tu vois. Ouais. Malgré la difficulté de traitement, etc. Mais que je sentais que j'allais de mieux en mieux. Et en fait, c'est que la maladie s'est inscrite en plus dans un contexte pro où je pensais... Enfin, tu vois, je m'étais un peu perdue. C'est pour ça que je te disais que la maladie, c'est pas déclenché pour rien. C'est qu'en fait, il y avait un truc qui était latent, qui allait péter d'un jour ou l'autre. Ça s'est manifesté peut-être comme ça, ou... peut-être une coïncidence de l'univers que c'est arrivé à ce moment-là. Mais du coup, je l'ai vraiment pris pour ça, parce qu'en fait, j'étais épuisée. Enfin, tu vois, j'avais besoin d'un reset, en fait. Donc, ça a été un beau feu rouge. Ouais. Mais et du coup, c'est ça, en fait, qui m'a fait du bien. C'est le sentir que tu évoluais. J'évoluais, que je me remettais un peu à zéro sur des essentiels, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Pour finir, je vais te poser quelques petites questions. Oui. Si ça te va. La première, c'est est-ce qu'il y a une idée reçue sur le cancer que tu aimerais déconstruire ? Peut-être, alors toi, comme beaucoup, un peu dans des âges plus jeunes, ça te paraissait loin, mais est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que toi, tu remets en question maintenant que tu l'as vécu ? C'est ce que j'allais dire. Enfin, naturellement, en entendant ta question, je me suis dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. En fait, je pense malheureusement qu'on est arrivé à un stade où les cancers sont tellement omniprésents, sous plein de formes, et ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Et donc, il y a un vrai, je pense, besoin, ou alors peut-être que c'est au niveau de mes cercles d'amis, en tout cas de prise de conscience, mais que ça peut arriver à tout le monde, et que ce besoin de prendre soin de sa santé n'a jamais été aussi important, quoi. Ouais. Et on l'entend à travers plein de messages, mieux manger, bouger, etc. J'ai l'impression d'être le service d'information du gouvernement qui dit bouger 30 minutes par jour, manger bien. Vrai, mais c'est vrai. Et en fait, je trouve que on prend pas assez conscience en fait de ça. C'est que on vit dans des environnements qui sont, je pense, pas toujours très bons pour nous, et donc il faut savoir se dire que ça peut arriver. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que moi, le fait que j'ai annoncé ma maladie, mais j'ai un monde qui s'est ouvert devant moi de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est aussi arrivé à ma pote. Ah, c'est aussi arrivé là. Ah, mais attends, mais moi aussi, j'ai quelqu'un qui a fait ça. » Ah, d'accord. En fait, c'est peut-être que juste moi, j'étais totalement aveugle et je n'avais jamais abordé le sujet de la maladie parce que j'y étais peu confrontée. Donc, ça se trouve, c'est juste moi qui tombe totalement des nues. Mais il y a ce truc de « Ah, en fait, ça te met une petite alerte, quoi. » À partir du moment où tu as connu quelqu'un qui a ça, tout de suite, ça
ça réveille quelque chose. Ouais. Il y a une prise de conscience. Et d'ailleurs, lié à ça, moi j'avais une phrase qu'on m'a dit aussi, c'est on n'en a jamais autant guéri des cancers. Oui, En mais fait, c'est ça, il y a aussi quelque chose d'hyper c'est- positif, Ouais, une issue ouais. qui est quand même beaucoup plus positive. Mais, c'est sûr. mais effectivement, c'est les deux. On a déjà parlé un peu, mais des choses qui t'ont fait du bien. Moi, j'irais même jusqu'à peut-être quelque chose dont on a moins parlé, c'est l'attention d'un de tes proches ou une attention ou un rituel, quelque chose que tu as mis en place ou qu'on t'a offert qui t'a particulièrement marqué ou touché. Parfois surprenant, d'ailleurs, de la part de certains proches. Alors, j'ai eu très vite beaucoup... mon cercle d'amis, et mes cercles d'amis, parce qu'il y en a différents, et même familles, ont mis en place une petite cagnotte, en fait, pour m'offrir plein de cadeaux. Et donc, il y avait des séances de yoga. Donc, j'ai découvert un studio de yoga à Lille que j'ai beaucoup aimé, donc auquel j'allais une fois par semaine. Il y avait un plaid, un super livre, On va déguster la France, qui est juste génial, je vous invite à l'acheter, mais qui est hyper bien fait. Il y a eu des fleurs que je recevais tous les mois, donc j'étais hyper contente. Enfin voilà, tu as plein de petites attentions comme ça qui m'ont un peu accompagnée à chaque fois. Donc ça, j'ai vraiment été très contente. Après, j'ai pas eu de surprise particulière, c'était plus, tu vois, des messages de gens qui me faisaient plaisir une fois de temps en temps. Un appel, moi, ce que j'ai bien aimé, entre guillemets, c'est que je sentais que la vie un peu continuait aussi normalement pour tout le monde. En fait, et après, je pense que les gens se sentent aussi, pas impuissants, mais en fait, leur routine à eux continue. Et voilà, après, ce qui m'a touchée aussi, c'est la capacité des gens, et notamment aussi dans mon métier, tu vois, c'est tout con, mais on est toujours à fond les ballons. Et en fait, c'est que tout le monde réalise quand même. Quand tu annonces un truc comme ça, personne te dit oui, bon, bah ça va. Tu vois. Donc en fait, c'est qu'on n'est pas tous, heureusement, totalement inhumains. Mais ça touche les gens. En tout cas, moi, dans mon entourage, même mes clients, j'ai reçu des messages, comment ça va, etc. Et donc, tu te dis, tu prends un peu des doses d'amour, tu vois, un peu permanent. Et je trouve que ça fait du bien aussi à l'ego, à soi, à comment on se positionne par rapport aux autres. Donc voilà, c'est plus des petites attentions, tu vois, des messages, des gens où je n'aurais pas soupçonné qu'ils m'envoient un message et ils me l'envoyaient, etc. Donc ça, c'était vraiment chouette. Est-ce que tu en as parlé, mais peut-être un livre ou une ressource, ça peut être jusqu'à un autre podcast, ou tu vois, quelque chose qui t'a un peu suivi, qui t'a aidé, ou t'as eu un peu, je sais pas, t'as trouvé des infos. Alors, on m'a offert beaucoup de livres, des romans, des BD. J'ai lu une BD qui s'appelle Face au vent. Justement, c'est l'histoire d'une fille qui a un cancer et qui raconte comment elle a traversé la maladie. Ça m'a un peu aidé aussi à mettre des mots sur ce que moi je traversais. Je me souviens que ma belle-mère avait aussi pris un livre à la médiathèque pour expliquer le cancer aux enfants, parce que j'ai une belle-fille à qui il fallait aussi expliquer ce qui se passait. Donc le fait effectivement d'avoir quelques livres qui expliquent pour toi, et ben, ça a vachement aidé à parler de la maladie. Et je trouve que le fait d'en parler, de dédramatiser d'une certaine façon, ça a aidé les gens à comprendre, ton entourage de se sentir concerné, mais pas non plus trop inquiété. Donc ça m'a bien aidée. Après, je faisais beaucoup de cuisine. Tu vois, de faire des petits plats réconfortants, du sucré, des trucs. J'ai testé plein de choses. J'ai fait du granola maison. C'est pas du tout économique, mais c'est très bon. Mais voilà, j'ai testé des trucs. Et après, j'ai pas de livre. J'avais écouté un podcast d'une journaliste de France Inter je pense que tu connais, Clémentine, qui elle a eu un destin un peu plus tragique sur le sujet. Mais c'est marrant, c'est un podcast que j'ai écouté dès le début de ma maladie. Je me souviens, j'étais à l'hôpital sur les premières chimios et en fait je l'ai écouté et en fait son histoire m'a beaucoup bouleversée. J'ai vu qu'elle avait sorti un livre là, il faut que je lise, mais j'ai trouvé ça d'une telle force, quoi, étant donné l'issue, tu vois, de son diagnostic, de réussir à raconter ça. Et en fait, moi, ça m'a vachement ouvert les yeux sur c'est quoi la réalité du truc et comment on l'aborde, quoi. Donc ça, c'est des ressources un peu comme ça qui t'aident à mettre des mots, ou en tout cas à comprendre ce qui se passe intérieurement. Parce que moi, en plus, je suis pas hyper observatrice de tout ça. Donc, si tu veux, tu me l'aurais pas dit, oui, bon, bah voilà. Enfin, tu fais un point avec toi-même, et en écoutant les autres ou en lisant des choses comme ça, je trouve que ça aide, en fait, à mettre des mots sur ce qu'on vit.
Merci beaucoup. Est-ce que tu Merci as à quelque toi. chose qu'on aurait oublié? Plein, bien sûr. Non, on pourrait en parler pendant des heures. Non, mais juste, je pense que le plus important dans ce genre de moments, c'est effectivement de réussir à s'entourer des bonnes personnes, de savoir demander de l'aide surtout, et d'accepter de pas aller bien, d'accepter que les autres fassent à sa place et de laisser. Je pense qu'il y a un truc, c'est vraiment laisser la place aux autres, de venir dans sa maladie ou de proposer en tout cas ça, qu'on a un peu tendance peut-être quelques personnes ont tendance à se recroqueviller sur elle et à se dire non mais c'est mon truc, et je pense qu'en fait on a tellement besoin des autres, enfin tu vois, c'est des trucs, il faut en parler, et il faut en parler, tu vois, il faut je pense à un moment pas dédramatiser parce que malheureusement ça reste dramatique, mais de sortir les choses, quoi. Ouais. Du coup, on espère que ce podcast, dans cette lignée-là, aidera le plus grand nombre. Exactement, ouais. Merci beaucoup. C'était Merci fort, émouvant. J'ai vraiment hâte que tout le monde puisse l'écouter. Et puis, à bientôt. Oui, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Quand revient le printemps. Si vous avez aimé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de partager le podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube pour la version vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.